Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Merci de nous suivre. Tout de suite, les titres de ce soir. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi comme il est de coutume. Il a entériné la construction d'une usine de traitement d'eau potable pour le nord-est d'Abidjan. Des mesures importantes ont également été prises pour la reprise des classes dans les établissements publics du pays. Le nouveau commissariat de police mixte de Gbeleban dans le Kabadougou, désormais le plus grand du pays, a été mis en service par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Avec un équipement de pointe, il vient renforcer la sécurité dans cette localité à la frontière avec la Guinée. La première période de solde de cette année a démarré il y a 10 jours déjà, mais ce n'est pas la grande affluence dans les commerces. C'est pourtant la période par excellence où les commerçants arrivent à booster leur chiffre d'affaires et les consommateurs de leur côté font de bonnes affaires et donc des économies. L'ex-président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a été condamné ce mercredi en appel à la prison à perpétuité par la justice internationale à La Haye. Il est définitivement jugé coupable de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Il n'y aura pas d'année blanche en Côte d'Ivoire. Cette information ressort du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement ivoirien a pris des décisions importantes. Fijanaïma. Les nouvelles sont bonnes. L'année scolaire et universitaire 2019 ne sera pas une année blanche. Le gouvernement mène les discussions avec les syndicats d'enseignants. Réuni ce mercredi en sa séance hebdomadaire, le Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a fait le point des discussions. Le ministre de l'Enseignement supérieur a informé le Conseil de la tenue d'une rencontre interministérielle instruite par le Premier ministre d'ailleurs, le mardi 19, rencontre au cours de laquelle a participé près de 35 syndicats et il a été conclu entre les différentes parties un engagement spécifique qui viserait à la levée de grève des différents syndicats restants, environ 2 ou 3, à l'effet que nos enfants puissent aller normalement à l'école. Et cet engagement pris par les syndicats nous rassure sur le fait que l'année scolaire ne sera pas compromise pour cette année. Donc nous restons toujours dans l'attente de ces différents mots d'ordre qui seront donnés par les différents acteurs qui ont pris cet engagement. Par ailleurs, le gouvernement poursuit sa politique d'équipement de la Côte d'Ivoire en eau potable. Après la station de traitement d'eau potable de Bonois, inaugurée le 19 février 2015, et qui est venue améliorer l'approvisionnement en eau potable de plusieurs communes au sud d'Abidjan, notamment les communes de Marcory, Koumassi, Trècheville et Port-Boué, un décret vient d'être pris en Conseil des ministres ce mercredi 20 mars pour la construction d'une usine de traitement d'eau potable à partir du fleuve Lamé et qui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable des communes situées au nord-est d'Abidjan. Ce projet permettra de réaliser un système d'approvisionnement en eau potable d'une capacité de 240 000 m3 par jour destiné au nord-est de la ville d'Abidjan à partir des eaux de surface, notamment de la rivière Lamé. Il contribuera en outre à prévenir la diminution des ressources en eau souterraine des villes d'Abidjan, de Songon et de Bonois actuellement utilisées pour la desserte en eau potable du district d'Abidjan. Dans le domaine de la santé, le Conseil des ministres a fixé la date du démarrage des cotisations pour la couverture maladie universelle. Ce décret fixe le début du paiement des cotisations dues au titre du régime général de base et au titre du régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle au 1er juillet 2019. L'actualité au plan politique étant dominée par les discussions en cours entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante, le gouvernement en appelle au bon ton. Des discussions sont en cours entre la société civile, les partis d'opposition et le gouvernement actuellement. Et donc l'objectif visé, c'est d'aboutir à une CEI qui est conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
et le dialogue se poursuit et donnera lieu certainement à d'autres rencontres. Il est bon que les uns et les autres utilisent le bon ton et aient un peu de retenue afin que les échanges à venir soient constructifs et qu'on aboutisse rapidement à la mise en place d'une CEI qui est acceptée de tous nos concitoyens, mais surtout qui soit aussi opérationnelle que l'est la CEI actuelle. Au moins 300 morts et des dégâts matériels importants suite au passage du cyclone Idai au Zimbabwe et au Mozambique. Face à ce drame, le chef de l'État ivoirien a adressé des messages de soutien à ces deux pays. Nous vous donnons lecture des télégrammes officiels. À son Excellence, M. Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une immense émotion que j'ai appris la triste nouvelle des inondations causées par le cyclone Idai qui a occasionné d'énormes pertes en vie humaine, de nombreux disparus et fait d'importants dégâts matériels. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple zimbabwéen notre profonde compassion et notre solidarité. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement et de réconfort. Haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un télégramme également à son Excellence M. Philippe Jacinto Nyusi, président de la République du Mozambique. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation que j'ai appris la triste nouvelle des inondations causées par le cyclone Idai qui a frappé votre pays, provoquant le décès de plus de 200 personnes et d'importants dégâts matériels. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Mozambique notre profonde compassion et notre solidarité. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement et de réconfort. Haute et fraternelle considération, c'est également signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité, ici, en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a échangé hier avec une délégation de l'Union postale universelle conduite par son directeur général. Une délégation présente en Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de l'organisation du 27e congrès de l'Union postale qui va se tenir en 2020 à Abidjan. Je vous propose maintenant d'écouter Bichar Hussein, le directeur général de l'Union postale universelle, à sa sortie d'audience avec le vice-président ivoirien. Je rentre avec une très forte impression parce que nous sommes à 1 an et demi du congrès, mais selon moi, la Côte d'Ivoire est déjà prête. Elle est prête et ça me permet de rentrer, annoncer à la communauté postale mondiale. La Côte d'Ivoire est déjà prête. L'Afrique vous invite, certes, mais la Côte d'Ivoire vous reçoit et elle est déjà prête à vous recevoir. Non seulement sur le plan matériel, les préparatifs sont déjà au point, mais j'ai aussi rencontré un engagement ferme des autorités de ces pays au plus haut niveau. Nous discutons les voies et moyens de promouvoir la transformation numérique du secteur postal pour contribuer au développement inclusif socio-économique. Et même sur ce point-là, nous avons eu des fructueuses discussions. On a identifié des axes de coopération qui permettront également au secteur postal en Côte d'Ivoire à s'embarquer très tôt dans la transformation numérique pour le bien-être de ses citoyens. Et puis cette information, en bref, la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à la 41e promotion des commissaires initialement prévue pour le jeudi 20 mars à 10h est reportée à 11h30. Le commissariat de police mixte de la ville de Gbeleban, dans le Kabadougou, a été mis en service par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le commissariat est doté d'équipements technologiques de dernière génération. Il comprend 28 bureaux et il vient renforcer la sécurité dans cette localité à la frontière avec la Guinée. Abou Sanogo. Gbeleban,
dans le Kabadougou, a le plus grand commissariat mixte de police de Côte d'Ivoire. Bâti sur une superficie d'environ 1 hectare pour 910 mètres carrés utilisés, il est équipé de 28 bureaux, de 3 blocs sanitaires et de 11 violons dont 3 pour mineurs. C'est ce joyau qui va permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de maîtriser les flux migratoires à la frontière avec la Guinée, qui a été officiellement mise en service par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, en présence des élus, cadres et de populations venues de Gbéléba, Bodjogo, Sédougou et Samango, lesquels se sont réjouis de l'ouverture dans leur région de cet outil de sécurité. Nous comprenons aisément qu'il s'agit d'un instrument de sécurité de pointe que l'État met à la disposition de Gbéléban pour assurer sa sécurité au quotidien, d'une part, et instaurer un pacte de sécurité des frontières entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sœur, d'autre part. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, qui avait à ses côtés le ministre de l'Économie et des Finances Adama Koné, a invité la population de Gbéléba à une franche collaboration avec les agents de police de ce nouveau commissariat mixte. Nous ouvrons désormais dans tous les nouveaux commissariats construits, des bureaux genre qui sont chargés de recevoir toutes les femmes victimes de violences qui leur seraient faites. Il va y avoir en son sein pratiquement toutes les composantes d'une police moderne. Donc il aura la police conventionnelle, mais aussi la police scientifique, la police moderne. Il aura également un certain nombre, la police d'immigration et la police judiciaire, qui pourront aider non seulement Gbéléban, mais aussi toute la région du Kabadougou, voire de la Côte d'Ivoire. Le Fonds de prévoyance de la police nationale se dit prêt à accompagner ce nouveau commissariat dans ses missions. Une équipe viendra installer tous les logiciels, n'est-ce pas, de suivi de nos malades. Et nous avons un programme de décentralisation de notre polyclinique. Dans chaque préfecture, nous allons acquérir des lopins de terre et nous allons construire nous-mêmes ou alors acquérir des bâtiments et nous allons y installer nos centres de santé. Outre l'ouverture de ce commissariat, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, a procédé à la pose de la première pierre des bureaux du Trésor public de Gbéléban pour accompagner son développement. Le site devant abriter l'édifice est situé à l'entrée de cette localité. La vocation de la francophonie, c'est d'accompagner les pays, de faire en sorte que cette culture de démocratie soit une culture partagée dans notre espace francophone. Ce sont là les mots de la secrétaire générale de l'OIF. Et selon le rapport 2016 sur la francophonie numérique, sur 3,9 milliards de personnes déconnectées, 58% sont des femmes en Afrique. La Commission nationale de la francophonie fait donc la promotion de l'usage du numérique dans la dynamique de l'autonomisation de la femme. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Améliorer les connaissances des femmes en activité sur des outils numériques. Sensibiliser les jeunes filles face à leurs responsabilités dans l'espace numérique. Voici le sens du thème, le numérique, une réponse au développement de l'entrepreneuriat féminin. Dans le cadre des Journées de la francophonie, la Commission nationale de la francophonie organise une réflexion sur le numérique. À l'occasion donc de ces Journées de la francophonie, des plateformes ont été dédiées aux jeunes et aux femmes. Celle d'aujourd'hui, qui concerne l'autonomisation de la femme par le numérique, est consacrée à la gente féminine. Nous nous rendons compte que de plus en plus, le numérique prend une part importante dans la vie de tous citoyens, tant les Ivoiriens qu'à travers le monde. Il était important que cette cérémonie s'organise afin que nous puissions indiquer à nos sœurs, à nos mamans, l'autonomisation qui est possible avec le numérique, mais en utilisant le numérique de la meilleure des façons. La francophonie s'engage avec les associations de femmes et organisations non gouvernementales à promouvoir l'usage des outils numériques, échanger et partager les expériences terrain. L'objectif est de mettre en œuvre la stratégie TIC en faveur des femmes et des jeunes filles. Il est tout simplement question d'éclairer toutes les femmes ici présentes et aussi nos décideurs sur le fait que le développement de l'entrepreneuriat numérique doit bénéficier d'un cadre approprié. Ce cadre-là, c'est celui de l'éducation. Donc le numérique permet justement de démultiplier ou du moins de faciliter l'apprentissage pour les femmes, quelles que soient leurs origines. Aujourd'hui, nous disons qu'elles arrivent à utiliser leur téléphone portable, qui est du numérique. Donc maintenant,
les accompagner pour qu'elles puissent utiliser leur téléphone portable dans ce qu'elles font au quotidien. On peut amener des personnes qui n'ont aucune base à utiliser le numérique. 200 femmes et jeunes filles issues de la société civile et des universités ont pris part à ce panel. Dans la recherche de la paix également, la femme a un grand rôle à jouer. La fondation Leader pour la paix, dirigée par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, a rencontré les jeunes filles et aussi garçons de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils ont discuté de leur apport au processus de paix en cours dans le pays. Issaïo. Paix, multilatéralisme, dialogue inclusif. Tous ces sujets passés au peigne fin par la fondation Leader pour la paix. Les étudiants et des membres de la société civile ont été sensibilisés sur ces notions à travers l'université itinérante initiée par cette fondation, dirigée par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Ils ont du tempérament, ils ont de la culture, ils ont de l'énergie, ils ont de la joie de vivre, mais ils ont aussi des exigences et des convictions. Et l'Afrique doit trouver sa place dans le monde. Ils veulent que l'Afrique trouve sa place. Et au fond, la jeunesse ivoirienne est une des bonnes raisons d'espérer pour l'Afrique. Nous nous réjouissons de cette initiative de l'université avec les jeunes. Vous avez vu leur grande contribution, leur prédisposition à accompagner les initiatives de la paix, la maturité de la jeunesse ivoirienne à travers les questions qui ont été posées. Je souhaite que cette conférence fasse date et qu'à partir donc de cette conférence, on puisse considérer qu'un nouveau départ, surtout à l'université, avec l'ensemble de ces associations, puisse se faire. Après l'université Félix Houphouët-Boigny, les membres de la fondation Leader pour la paix ont échangé au siège de l'Union africaine à Abidjan avec des membres de la société civile. L'objectif étant le même, promouvoir la paix pour assurer un mieux-être des populations. Houphouët-Boigny disait que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement, apaiser les comportements. Et on voit ici que l'Union africaine fait un travail constructif, notamment en s'appuyant sur le rôle des femmes. Des réseaux comme FemmeWise mobilisent des femmes capables d'aider d'autres femmes à être plus autonomes, à s'engager davantage dans la société pour permettre de meilleurs équilibres. La paix doit être un comportement de tous les jours, à savoir que tous, hommes, femmes, nous devons tous être des êtres épris de paix. Il faut œuvrer pour la paix. Avec la paix, on a le développement. Avec la paix, on peut lutter contre la pauvreté. Avec la paix, la croissance sera encore plus inclusive. L'ancien Premier ministre français, sous Jacques Chirac, séduit par le leadership et la clairvoyance du président Alassane Ouattara, a salué tous les efforts consentis pour la préservation de la paix, gage de tout développement en Côte d'Ivoire. Ici, le retour à la stabilité avait permis la croissance, avait permis le développement et que ce sont des sujets qui sont importants à signaler. Nous avons eu des débats très intéressants avec le président Ouattara, avec les jeunes, avec les femmes, avec les représentants de l'Union africaine. Et ce qu'on voit vraiment, c'est que la paix, c'est un travail de tous les jours. Pour un meilleur équilibre du monde, les membres de la Fondation Leader pour la paix ont souhaité que l'Afrique ait une représentativité forte au sein de l'ONU. Nous sommes de plein pied dans la première période de solde de cette année 2019 et elle démarre assez timidement. 10 jours après son lancement, ce n'est pas la grande affluence dans les commerces. Nous vous proposons un tour de plusieurs boutiques du district d'Abidjan avec Jean-Louis Gbangbo. Moins 40%, moins 60%, de grosses démarques sur les articles dans cette grande surface, mais une toute petite affluence. 10 jours après l'ouverture des soldes, le bilan est mitigé. Depuis le 10 mars, on a commencé les soldes. Pour le moment, il n'y a pas assez d'affluence. On espère que d'ici la fin du mois, il y aura beaucoup plus d'affluence. Cette haute grande surface à la rue du Commerce au Plateau est également en solde. Sur ces étiquettes jaunes apparaît le prix initial qu'on vendait avant et barré, on retrouve le prix soldé. Alors ces prix vont de 20 jusqu'à 80% en moins du prix original. De façon générique, les soldes consistent à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis un certain temps. Une opportunité que veulent bien saisir les clients. Généralement, ces grands magasins de luxe
Quand ils affichent jusqu'à moins 70%, on court pour voir. On n'espère pas l'affaire du siècle, mais on va essayer de voir si on peut faire des affaires. L'autre grief à l'encontre des soldes, l'augmentation des prix avant la démarque. D'autres disent que nous augmentons pour baisser. Elle est à l'ancien prix, elle a déjà payé à l'ancien prix et aujourd'hui, elle voit que c'est plus de la moitié qui est baissé. Je peux vous confirmer ça déjà parce que j'en ai pris à 140 000, mais aujourd'hui, je vois que c'est à 56 000. Sans aucun doute, pour ces consommateurs, la période de solde est le meilleur moment pour faire ses courses. Après cette période, on s'apprête et quand on a des besoins, on vient pour faire ses achats et les prix sont beaucoup plus intéressants, donc en de bonnes réductions. Au terme du décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 qui organise les ventes et soldes en Côte d'Ivoire, il existe 2 grandes périodes de soldes. La première qui est du 10 au 31 mars et la seconde qui est du 10 au 31 août de l'année. Au-delà de ces 2 périodes réglementaires, il y a une période dite complémentaire d'une durée maximale de 2 semaines, mais dont les dates sont librement déterminées par les commerçants. Un cadre réglementaire qui semble peu connu, aussi bien par les consommateurs que par une catégorie de commerçants. Dit qu'il y a une solde en cours actuellement, on n'est pas très au courant. Actuellement, nous, on n'est pas en solde. On est dans le magasin, au plateau ici, c'est pas à tout moment on fait solde. Il y a des moments pour ça. C'est dans le mois de décembre. Rien ne prouve, on ne voit rien, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de banderole qui dit que dans le mois d'avril, du mois de mars, c'est une période de solde. Comment intégrer la pratique des soldes dans les mœurs des Ivoiriens? Telle est la principale préoccupation au ministère du Commerce. Il n'y a pas une catégorie de commerçants qui est spécialement concernée par les ventes soldes. Ce que nous faisons au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie de la promotion des PME, c'est de vraiment sensibiliser ces opérateurs-là, c'est de les emmener à intégrer les ventes soldes dans leur stratégie marketing, de sorte à ce que, au cours de ces ventes soldes-là, ils puissent véritablement faire de bonnes affaires, mais surtout permettre aux consommateurs d'acquérir ces biens-là à des prix qui sont véritablement réduits. L'autre solution qui reste aux commerçants pour attirer plus d'acheteurs lors de ces périodes serait de se différencier en termes d'offres. En attendant, les articles en solde attendent encore les clients. Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable a inauguré des centres pilotes de prestations de services agricoles à Napié, à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est un projet financé par l'Agence française de développement à hauteur de 750 millions de francs CFA afin de répondre à la problématique des équipements motorisés dans la filière coton. À Mississauga. 30 tracteurs, 30 charrues, 3 remorques et du matériel de culture attelé sont entre autres des équipements agricoles remis à la filière cotonnière de Napié. La remise officielle de ces engins marque également le lancement des activités des centres de prestation de services agricoles à Napié, Bountiali et Mankono. Nous voici devant un matériel qui va nous aider. Il y a un objectif qui a été recherché, ça c'est de produire beaucoup de coton. J'en ai confiance à mes paysans et je suis sûr qu'on est déjà dans le chemin du développement. Avec ces machines, on pourra facilement faire donc les labours et s'assurer rapidement qu'on pourra s'aimer le coton à des décades, à la bonne décade et surtout qu'on pourra aussi avoir des bons semis. C'est un projet pour réduire la pénibilité du travail dans les champs et permettre aux agriculteurs de s'adapter au changement climatique, a indiqué le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Vous, les cotonculteurs de Côte d'Ivoire, vous êtes capables de hisser notre pays à la tête de l'Afrique au niveau de la culture du coton. Pour que vous puissiez atteindre ces objectifs, oui, c'est avec la culture attelée, mais c'est surtout avec des tracteurs. Ces centres de prestation de services agricoles sont financés par l'Agence française de développement AFP à hauteur de 750 millions de francs CFA. C'est dans le cadre du contrat de désendettement et de développement en vue de la relance des filières agricoles. Le matériel motorisé est mis à disposition des agriculteurs, moyennant un coût en rapport avec le rendement de chacun. Direction maintenant New York aux États-Unis pour la 63e session de la Commission de la condition de la femme. En marge de cette réunion, la délégation ivoirienne a procédé à la visite d'une usine de transformation de cacao à New Jersey.
Clément Boko. Réunis à New York au siège de l'ONU, en présence des ONG et des experts, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a présenté les histoires à succès de femmes qui émergent dans le secteur du cacao. L'un des parfaits exemples de transformation locale du cacao par nos vaillantes femmes est le projet ECOYA. C'est un projet de transformation des fèves de cacao par les femmes issues de l'entreprise coopérative de Yamoussoukro. L'objectif de ce projet, c'est de faire travailler une centaine de femmes dans chacune des 2500 coopératives du pays. En 3 ans, le projet comptera 250 000 femmes issues des 2500 coopératives recensées en Côte d'Ivoire. Et ce modèle économique offrira donc une masse salariale de 9 milliards de francs CFA par an au bout de la 3e année selon les initiateurs. Pour réussir l'autonomisation des agricultrices, le gouvernement leur facilite l'accès à la protection sociale. Le régime de travailleurs indépendants qu'envisage mettre en place l'IPS-CNPS vise l'autonomisation de la femme dans le secteur du cacao, à protéger son activité génératrice de revenus et ses enfants. Ainsi, les prestations intègrent le versement d'une indemnité journalière équivalent à 100% du revenu plafonné de la femme travailleuse dans le secteur du cacao, dans le cadre de la maternité, pendant la grossesse et après l'accouchement. La transformation du cacao, une autre étape dans l'indépendance financière. Nous sommes en train d'aller vers une usine trouvée par son Excellence Camara et nous allons, avec ses partenaires, voir qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce que les femmes, dans le cadre de l'autonomisation, qui sont venues ici pour la rencontre à New York, puissent avoir des débouchés par rapport aux produits qu'elles fabriquent, une valeur ajoutée qui puisse leur permettre de sortir de la pauvreté, de vivre décemment. Ici, dans cette usine du New Jersey, le cacao ivoirien est bien connu. Et régulièrement, des séances de formation sont organisées pour expliquer aux visiteurs la provenance de cette matière première et surtout montrer le dur travail effectué par les agriculteurs et agricultrices. Cette 63e session de la Commission de la condition de la femme aura permis aux agricultrices de rencontrer des partenaires pour accroître leurs revenus et s'intégrer dans les programmes de développement durable. Dans l'actualité politique ivoirienne, deuxième conclave des coordinateurs de Force 2015, les maîtres mots resserraient les rangs au sein du mouvement Force 2015, exprimer son attachement au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette rencontre d'échange et de réflexion a eu lieu à Katiola, centre nord de la Côte d'Ivoire. Kwadio Kwame. Une cérémonie d'ouverture avec une grande mobilisation des populations de Katiola. Une nuit d'intenses travaux entre les coordonnateurs de Force 2015, une séance de restitution des grandes décisions tirées de toutes les réflexions. Ce sont les grands moments qui ont constitué ce conclave de la Force 2015 qui vise avant tout à resserrer les rangs au sein de ce mouvement autour du RHDP et de son président Alassane Ouattara. Fédérer tout le mouvement pour permettre aujourd'hui la reconnaissance du travail bien fait du président Alassane Ouattara, pour dire qu'il faut que nous soyons en état de veille parce que la Côte d'Ivoire de demain est en train de se préparer aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. Et Charles Niaouré, qui est notre leader, l'a compris que 2020 soit pour nous un passage, comme nous l'avons déjà fait en 2015. Force 2015, au cours de ce conclave qui prépare sa grande rentrée politique, a proposé dans ses résolutions la libéralisation du secteur de distribution d'eau et d'électricité, la création formelle d'une structure au sein du RHDP pour la prise en compte des mouvements, associations et clubs de soutien et la mise en avant des militants du RHDP dans la politique de recrutement et d'emploi de gouvernement. 2 motions, dont celle au président de la République et une de remerciement à ceux qui ont aidé à la bonne tenue de ce conclave, ont meublé la fin de ces travaux. Précisons que Diokwe a été choisi par la Force 2015 pour la rentrée politique 2019.
Et on quitte Katiola pour Korogo à 171 km. C'est là que le mouvement de soutien Action 2020 va faire sa rentrée politique le 30 mars prochain. Il s'agit pour ce mouvement de mobiliser les populations pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Moussa Konate. La mobilisation des populations pour le RHDP sera au cœur des activités du mouvement Action 2020. La structure prévoit une tournée de sensibilisation dénommée la caravane pour la continuité. La caravane pour la continuité consistera à parcourir toute la Côte d'Ivoire, même les hameaux les plus reculés, pour prêcher la parole de l'oufouettisme, pour dire que la Côte d'Ivoire est une et indivisible, pour dire que nous, nouvelle génération, nous avons décidé de prendre notre responsabilité. Le mouvement Action 2020 va tenir sa rentrée politique le 30 mars prochain à Korogo. Thème retenu, ensemble pour la continuité avec le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Sur la scène internationale, l'ex-président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a été condamné ce mercredi en appel à la prison à perpétuité par la justice internationale à La Haye. L'homme âgé de 73 ans voit ainsi rejeter son appel contre une décision précédente rendue par la justice internationale en 2016 pour des atrocités commises durant le conflit en Bosnie entre 1992 et 1995. Radovan Karadzic était également jugé pour sa responsabilité dans le siège de Sarajevo et dans le déplacement de populations sur des bases ethniques dans plusieurs autres villes du pays. Il est définitivement jugé coupable de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Michel Mambo sur RTI 1. Bonsoir à tous.